Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, commune d'un peu moins de 450 habitants dans le Pays Beach et située sur le territoire du parc naturel régional des Vosges du Nord. Eguelsart est mise à l'honneur aujourd'hui avec un livre qui retrace son histoire, son patrimoine, sa population. Un livre écrit par nos deux invités du jour. Bonjour à vous deux. Alors nous avons Émile Aytel, qui est donc maire de la commune et président des Amis de la Forêt du Pays Beach également. Et Roger Lang, donc vous êtes un enfant du pays et un ancien professeur d'allemand. C'est bien ça. Et donc on va présenter plus en détail donc votre livre que j'ai entre les mains. Voilà, un très gros livre bien fourni. On parlera de tout ça en deuxième partie d'émission. Salut Sandrine. Salut Rani. Alors, bon, la météo a été capricieuse ce week-end. Hein, un petit peu, ouais. Ça nous a inspiré la question du jour qu'on pose à nos internautes. Tout à fait. Et on voit ça tout à l'heure également. Direction Épin et son annexe Urbac. Plusieurs projets sont en cours ou en passe de le devenir. Laurie, salut, dis-nous en plus. Coucou Irani, alors oui effectivement de nombreux travaux sont en projet à Épin et Urbac. La route qui relie la commune à son annexe sera refaite mi-mars. Le lotissement rue des Tilleuls à Épin devrait être agrandi de 12 places, dont 3 sont déjà réservées. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour ces travaux, mais pour le chantier d'assainissement. La circulation est alternée. Les travaux ont commencé depuis quelques semaines. Ce matin à Épin, les ouvriers de l'entreprise Karcher étaient en train de creuser un trou pour le futur déversoir d'orage qui me permettra en fait de réguler les eaux pluviales et les eaux usées afin d'éviter que toutes les eaux se rassemblent et soient envoyées à la station d'épuration de Haute-Villers. Mais pour ce qui est du côté financier des travaux, vous le découvrirez dans un reportage tout à l'heure et le maître d'œuvre vous apportera quelques précisions. Merci beaucoup Laurie et merci à Marie-Morgane également pour le cadrage. On y revient dans quelques instants. Le temps pour nous de faire un rapide tour de l'actualité. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Dernière réunion publique à Hambach. Organisé par la mairie dans le cadre du grand débat national, cet événement n'a pas mobilisé les foules. À peine 23 personnes, dont quelques élus. Les échanges se sont focalisés sur la transition écologique et la démocratie, avec notamment des propositions de Michel, gilet jaune, instaurer un quorum à l'Assemblée nationale. La députée Nicole Triss était sur place. Du fun, du thé et des ateliers pour se faire chouchouter. Ce week-end, la marque de vente à domicile au Moulin Rose organisait en partenariat avec la Maison de Bourgeon et la Fondation des femmes une journée pour célébrer la femme et la féminité. Au relais des châteaux forts à Beach, une cinquantaine de participantes ont pu se faire chouchouter lors des différents ateliers. Manucure, coiffure, maquillage, massage, photographie, plusieurs commerces du secteur comme Harmonie Coiffure, Flora Flore ou encore Eternals Beauty étaient présents. Beau succès pour le 28e gala de l'AFAEI à Wieswiller. Chaque année, un repas dansant est organisé en l'honneur des bénévoles, des partenaires et des familles des personnes handicapées qui s'engagent pour l'association. Les dons récoltés durant cette soirée permettront de financer les projets de l'AFAEI, à l'image du dernier en date, la création de la résidence L'Entretoit à Sarreguemines. Repas solidaire pour Marvin, victime d'un accident sur son lieu de travail. Le jeune homme est dans le coma et hospitalisé en Allemagne. Les médecins parlent d'état végétatif. La famille et surtout la maman ne perdent pas espoir. Pour les soutenir, le FC Beau Soleil, où le jeune homme était licencié, et Transfrontières Océane se sont associés pour récolter des fonds avec une soirée couscous organisée à la maison de quartier Beau Soleil. Une soirée Sputznudel était organisée par l'association Les Motards, ma famille de cœur, samedi soir à Gros-Réderchin. Un repas ainsi qu'une soirée dansante et une tombola étaient proposés. Près de 150 personnes ont participé à cet événement. L'intégralité des bénéfices de cette soirée permettront de mettre des étoiles plein les yeux à des enfants malades en leur offrant des cadeaux. Une autre soirée est prévue le 22 juin à Sirstal. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Allez, on regarde ce que nous réserve la météo pour ce début de semaine et c'est Sandrine qui nous donne les prévisions. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain,
demain, le temps restera sec malgré les nombreux nuages et le vent soufflera encore en soirée, mais rien à voir avec les rafales d'hier soir. Elles ne dépasseront pas les 55 km/h. Les températures maximales iront de 10 à 12 degrés. Et demain, nous serons le mardi 12 mars et nous fêtons les Justines. Le soleil nous accompagnera de 6h50 à 18h31. Et l'image du jour est porteuse de bonnes nouvelles. Perché sur sa petite branche, on peut voir un oiseau haut en couleur. Charles Schaeffer, qui nous a envoyé cette photo, nous précise qu'il s'agit d'un bruant jaune et que sa venue annonce le printemps. Il nous reste donc plus qu'à attendre le retour du soleil. Merci à lui pour cette image et si vous aussi vous voulez nous envoyer vos photos, écrivez-nous par mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran ou sur notre page Facebook. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. Gros chantier d'assainissement à Épin et Urbach. Depuis 3 semaines, les entreprises Karcher et TPHM ont commencé les travaux sur la route principale à Épin et dans la rue du Moulin à Urbach. Une conduite principale pour les eaux pluviales et usées est en train d'être posée. Mais quel va être le coût de ces travaux pour les communes et leurs habitants? On fait le point dans ce reportage. La création d'un réseau d'assainissement Épin et Urbach l'attendait depuis des années. Les 2 chantiers ont débuté depuis 3 semaines dans la rue principale à Épin et 2 semaines dans la rue du Moulin à Urbach. Une partie de la conduite principale va être reprise et une partie va être refaite. Certaines rues vont être dotées d'un réseau unitaire et les autres d'un réseau séparatif. Le coût de ces travaux est de 760 000 € à Urbach et 1 132 000 € à Épin. Une subvention de 52% a été accordée par le bassin Rhin-Meuse. Une aide du département de 17% a été demandée, mais n'est pas encore accordée. Ces travaux devraient faciliter la vie des habitants. Il n'y a plus besoin de vidanger les fosses septiques quand les fosses septiques ne fonctionnent plus, ainsi de suite. Et ensuite, pour tout ce qui est développement, quand il y a des constructions nouvelles, je dois chaque fois dire aux jeunes qui construisent, déjà ça coûte très cher, ils doivent encore installer une fosse septique. Et en plus, à l'e-filtrant qui aujourd'hui, 111 ou 12 000 €, ils n'y couperont pas. Les habitants qui payaient déjà la redevance n'auront pas à payer les frais liés au raccordement. Par contre, pour les autres, ces frais s'élèvent à 2020 € sans l'aide du département. Avec l'aide du département, les frais seront de 1660 €. Les habitants auront 2 ans pour se raccorder au réseau. Les travaux d'assainissement devraient se terminer en février 2020. Henri Bube, le maître d'œuvre du chantier d'assainissement d'Épin et d'Urbach, nous explique comment vont se dérouler ces travaux. Bonjour Monsieur Bube. Bonjour, heureux de vous accueillir. Alors aujourd'hui c'est un très gros chantier, comment ça va se passer? Oui, donc actuellement on a déjà posé une centaine de mètres et là on est en train de poser un déversoir d'orage qui permettra de limiter le débit vers la station d'épuration de Haute-Villers. Donc là, vous voyez, ils sont en train de mettre en place le blindage coulissant. Il y aura une profondeur de 3 mètres et 3 mètres de large pour atterrasser à cet endroit. Ensuite, le chantier continuera vers l'amont de la commune avec la pose d'un collecteur important de collecte, une conduite de diamètre de 1 mètre, conduite de 1000. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Donc actuellement, mis à part la présence du réseau fibre qui est implanté dans chaque bande de roulement, qui est quand même un obstacle assez conséquent, on est quand même agréablement surpris par contre par l'absence de roches. On craignait vraiment la présence de roches et là, jusqu'à présent, ça se passe très bien par rapport à la roche, quoi. Et quelles vont être les prochaines étapes de ce chantier? Comme dit, c'est la poursuite de cette conduite de collecte et ensuite reprendre les branches latérales de la commune. La commune elle est comparable à un V. Là on est dans le point bas du V et après il faudra reprendre deux rues de chaque côté de la commune, quoi. Poser des conduites et remplacer des conduites existantes qui à l'époque avaient été diagnostiquées et pour lesquelles on avait vu que le remplacement était nécessaire, quoi.
Et d'autres prochaines étapes éventuellement au niveau des branchements, ce genre de choses? Donc ensuite, à fur et à mesure, là où c'est possible, les branchements seront repris, mais il y aura aussi la pose de branchements neufs chez les particuliers et qui eux devront par la suite se raccorder. Il y aura un branchement en attente et par la suite ils auront la possibilité de se raccorder en déconnectant leur fosse septique. Ce week-end, vous n'avez pas eu le temps de vous ennuyer. Les rendez-vous étaient nombreux sur le secteur avec par exemple la fête du timbre à Bitche, des portes ouvertes au centre universitaire de Sarreguemines ou encore du géocaching. On vous propose de revenir sur ces événements. C'est parti. Le géocaching, une première au pays de Bitche. L'association des géocacheurs d'Alsace a pris d'assaut le Simserhof. Ils ont organisé en partenariat avec la direction du site un événement de géocaching dimanche à partir de 11 h. Près de 160 géocacheurs venus parfois d'Allemagne et même du Canada se sont inscrits. Le géocaching est une grande chasse au trésor où les géocacheurs doivent trouver des caches à l'aide de leur GPS et d'une application sur leur téléphone. Une fois la cache trouvée, ils signent un registre. Ce loisir permet de découvrir différents sites plus ou moins touristiques. Il y a beaucoup de géocacheurs qui sont anciens militaires. Dans la région, il y a énormément d'ouvrages militaires, il y a énormément de monuments. Et puis ça permet de visiter ce site qui est grandiose, de visiter les alentours, de faire les circuits qu'il y a aux alentours qui sont très sympas à faire. En prime, les géocacheurs se sont vus offrir une visite du Simserhof. Cet événement était une première au pays de Bitche. À noter que le Simserhof devrait rouvrir ses portes du 15 mars au 31 octobre. Glissez-vous dans la peau d'un philatéliste. Ce week-end, venez découvrir les passionnés de philatélie du club de Bitche lors de la fête du timbre. Elle se déroule à l'espace René Cassin à Bitche. Cet événement est organisé par la Fédération française des associations philatéliques en partenariat avec l'Association pour le développement de la philatélie et la Poste dans 88 villes de France. Le thème de cette année tourne autour de l'élégance dans l'automobile. L'occasion pour les curieux de venir découvrir de magnifiques timbres et l'évolution des collections. Moi je vois toujours le philatéliste comme étant le pépé le soir avec une lampe pas trop claire pour que le voisin ne voit pas que je travaille sur quelque chose, qui range des timbres, alors que là quand on regarde ce qui se trouve dans la salle, on voit que ce n'est absolument plus cette activité de collectionneur. C'est un travail de recherche, c'est un travail de recherche historique, de scientifique. Bon, c'est vraiment du travail de fond, quoi. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, les passionnés du club philatélique du pays de Bitche vous accueillent tout le week-end de 9 h à 17 h samedi et dimanche. Comme chaque année, le pôle universitaire de Sarreguemines a ouvert ses portes. Les formations proposées, les DUT GLT et GACO, ainsi que la faculté de droit étaient présentées. Ce week-end, les futurs étudiants ont eu droit à des nouveautés. Laura et Sarène, étudiantes en DUT GLT, gestion logistique et transport, ont organisé cette journée. Cela entre dans le cadre de leur projet tutoré. Elles ont contacté des anciens étudiants, des enseignants et des intervenants, organisé des conférences, une présentation de la plateforme Parcoursup. Elles ont également mis en place un quiz sur le DUT pour pousser le public à chercher différentes informations, et des lots étaient en jeu. Pour remplir les aquariums, le rendez-vous était donné à la maison de quartier Beau Soleil. L'association Saraquois 57 a organisé sa traditionnelle bourse aquariophile. 22 vendeurs, essentiellement des particuliers, ont proposé leurs poissons, mais aussi des décorations et du matériel pour entretenir les aquariums. Les membres de Saraquois 57 se retrouvent chaque mardi de 20 h à 22 h dans leur local au 4 rue Chanoine-Kirch à Sarreguemines. Si vous êtes vous aussi un passionné d'aquariophilie, n'hésitez pas à les rejoindre. Salon des vins, épisode 19. Ce week-end, la salle Schumann de Rohrbach-les-Bitches accueillait ce rendez-vous annuel. Des vins, mais aussi des produits du terroir, ramenés par 30 fidèles exposants, comme nous l'explique la présidente de l'interassociation de Rohrbach-les-Bitches, Sandrine Schwarz. Qui reviennent depuis 19 ans, c'est beaucoup d'entre eux. Par contre, on a bien sûr des nouveautés aussi. Tous les ans, on a des nouveautés, surtout des produits des terroirs et un nouveau vin de Bordeaux. L'alcool est à consommer avec modération.
Grand week-end de mobilisation pour les Restos du Cœur. Les bénévoles des locales de Sarreguemines et de Bitche étaient présents dans différents supermarchés, comme ici au Super U de Roth pour la collecte nationale. Les clients n'ont pas hésité à ajouter quelques articles dans leur panier, des denrées non périssables, des produits pour bébés ou des produits hygiéniques. Cette récolte permettra d'aider l'association lors de la campagne d'été. Made in IEAC, déjà la 5e édition au Moulin de la Blisse. Il s'agit d'un partenariat entre les musées de Sarreguemines et l'Institut européen des arts céramiques de Guebwiller. Les pièces présentées sont des projets de fin d'études. Qu'il s'agisse de céramique utilitaire ou de projets artistiques, la modernité est de mise. À l'IEAC, leur a été enseigné le goût de la recherche. Ces 5 artistes sont à suivre et les affiches au-dessus de leur œuvre permettent de mieux comprendre la démarche. Exposition à découvrir à Sarreguemines jusqu'au 19 mai. À Chaville, Théo et Alice Lagriffe, un couple de chats, attendent un enfant, mais surprise, Flix est un chien. C'est son histoire qui a été racontée aux enfants à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. On suit l'enfance de Flix qui se retrouve exclu par ses voisins et ses camarades de classe. C'est une honte. Je demande à monsieur et madame Lagriffe qu'ils déménagent. Sinon, on va voir le taux de délinquance augmenter dans notre communauté. Petit à petit, il va réussir à se faire une place au sein de la communauté des chats et des chiens pour devenir un héros de la mixité sociale. Ce spectacle de la compagnie Les Anges Nus à destination des enfants entre dans le cadre du festival Migration. C'est un chien. C'est un chat. Miaou. Il est les deux à la fois. Objectif la Saint-Paul avec les plasticiens volants. Des élèves de l'institution Sainte-Chrétienne La Salle vont participer au spectacle et à la déambulation. Aujourd'hui, premier atelier, initiation à l'expression corporelle. Les collégiens apprennent à occuper l'espace. Les plasticiens volants adapteront le spectacle en fonction des propositions des jeunes. Pour l'instant, ils ne sont qu'une dizaine, mais d'autres volontaires sont les bienvenus. Prochain atelier, le 25 avril. Comme un air de Jean Ferrat à Sarreguemines. La chanteuse Josette Jagot lui a rendu hommage vendredi soir sur la scène du Casino dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines. Elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour le magazine. Elle travaille en usine à Créteil. Josette Jagot était entourée d'Armel Verguier au saxophone et à la clarinette et de Robert Verguier au clavier. Un concert à guichet fermé entrecoupé de poèmes qu'aimait le grand maître de la chanson française. Des textes lus par écran interposé par Guy Thomas, poète et parolier de Jean Ferrat. Car elle avoue tout bas ce qu'elle a dû supporter. Les coups de pied en vache et les poings dans la gueule. C'est d'abord un monsieur qui sait vous écouter, un ami. L'église de Bitche vibre au son du Cœur d'Or. Le Cœur d'Or de Frémin-Merlebach, dirigé par Norbert Hoth, a fait vibrer l'église Sainte-Catherine à Bitche ce dimanche. Il proposait divers chants a cappella. En deuxième partie de ce concert, l'ensemble vocal Eclectim a interprété une dizaine de chansons. Ils étaient accompagnés de leurs instruments. Et si vous les avez loupés, sachez que l'ensemble vocal Eclectim donnera un concert à Neufgrange le 23 juin. Retour dans les 60s avec la troupe Dinare. Elle a présenté sa Kappensetzung sur le thème des années 60 à Großwiedersdorf. Le public a pu apprécier notamment un retour des Beatles, mais aussi plusieurs sketchs interprétés par les membres. Dinare remontera sur scène cette fois à Sarralbe samedi 16 mars au complexe François Mitterrand. Die macht mir schon immer den Kopf voll. Hat recht. Die hat nicht immer recht. Merkt ihr das? Hat recht. Und die stinkische Wester. Los, geht noch.
À Lemberg aussi, on fête carnaval. Près de 130 enfants de la commune de Lemberg ont fêté carnaval dimanche après-midi dans la salle polyvalente. Ce carnaval des enfants était organisé par l'amicale du personnel municipal de Lemberg. Divers jeux pour les enfants et une tombola étaient organisés. Les familles et leurs enfants pouvaient également se restaurer sur place. L'intégralité des bénéfices seront reversés aux 2 écoles de la commune, l'école des Verriers et des Écureuils. Les super-héros, princesses et autres personnages se sont également amusés à Puttelange-au-Lac. La société carnavalesque a organisé un bal pour les enfants. Des mascottes sont venus à leur rencontre. Ils ont pu suivre les pas des danseuses pour apprendre plusieurs chorégraphies. Il s'agit d'une recommandation de l'éducation nationale. Chaque jour, durant un quart d'heure, tous sont plongés dans l'univers de leurs livres. En effet, le dispositif Science on lit a été mis en place au collège Val-de-Sarre à Grosse-Biederstroff. Un reportage de Margot Mazzucotelli et Guillaume Dumonteil. Séquence garantie sans trucage. Chaque début d'après-midi au collège Val-de-Sarre de Grosse-Biederstroff, le silence règne en maître. Pendant 15 minutes, l'ensemble des élèves plonge la tête dans son livre. En général, je lis des livres du genre sur l'équitation, sur le stylisme. Romans, nouvelles fantastiques ou encore bandes dessinées, tous les élèves du collège Val-de-Sarre se prêtent au jeu et ils y trouvent de l'intérêt. Je pense que c'est bien pour apprendre les mots, vu que les Français ils sont pas très forts aussi en écriture. Alors je pense que ça pourrait nous aider. J'aime bien parce qu'il n'y a pas que les films ou les dessins animés qui comptent. Il faut avoir de l'imagination. Comme ça on voit l'histoire dans sa tête et je trouve que c'est bien. Cela correspond parfaitement au souhait de l'équipe enseignante du collège, faire en sorte que les élèves se détournent un peu des écrans. Chaque collégien choisit son livre, soit il le rapporte de chez lui, soit il l'emprunte au CDI. Le côté ludique de la lecture est recherché. Lire, ce n'est pas forcément un exercice scolaire, ça peut être quelque chose qui peut leur apporter un plaisir, même pendant 10 minutes. Et que ce n'est pas forcément quelque chose qui est difficile. Certains collégiens d'ailleurs en redemandent. Ils ont même parfois envie de continuer la lecture. Pour certains, c'est difficile de lâcher le livre. Le collège Val-de-Sarre a mis en pratique l'opération Silence on lit tout de suite après les vacances de Noël. Elle se déroule pendant un quart d'heure les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 13h45. Chaque cours de l'après-midi est réduit de 5 minutes pour ne pas pénaliser l'avancée du programme scolaire. Le temps que perdent les enseignants sur le papier est compensé par le calme procuré par la lecture sur les élèves. Ils sont ensuite plus réceptifs aux enseignements. L'équipe féminine de l'FC Rohrbach-Binin est sur un nuage. Les joueuses traversent la saison de football sans perdre un seul match. Des performances honorables en niveau amateur et pour une équipe qui souffle tout juste ses 2 bougies. Valentin Guinel les a rencontrées. Elles n'ont pas goûté la défaite depuis 20 matchs. L'équipe féminine du FC Rohrbach-Binin est invaincue depuis le début du championnat. Je pense que c'est vraiment dû à notre cohésion du groupe, notre bonne entente dans le groupe. On s'entend toutes bien, on est toutes très soudées et je pense que c'est vraiment une force pour nous sur le terrain. Ces amatrices du football à 8 ont créé une équipe performante. Elle n'existe pourtant que depuis 2 ans. Vous souhaitez connaître la recette du succès ? Les ingrédients sont assez simples. Je pense que tous les détails comptent en fait. C'est être là à l'entraînement à l'heure, tout simplement. C'est s'appliquer à bien écouter les consignes. C'est jouer en équipe, pas être individualiste. Ça reste un sport collectif. Et c'est se battre jusqu'à la dernière minute. Le football féminin est en plein développement en France. Ses effectifs croissent de manière quasi exponentielle. En 2018, plus de 160 000 femmes étaient licenciées. Le FC Rohrbach-Binin profite aussi de cette dynamique. Le projet, c'est de passer en foot à 11 à partir du mois d'août. Septembre, on va passer en foot à 11. On aura toujours aussi une équipe foot à 8, donc on aura les deux. Parce qu'en fait, il y a plusieurs filles qui jouent en U18, qui passent senior. Et les jeunes joueuses qui vont rejoindre l'équipe comptent faire perdurer l'état d'esprit. Déjà qu'il y ait une bonne cohésion, je pense que c'est le principal dans une équipe de foot.
et qu'on essaie de gagner le plus de matchs possible sans faire de défaites comme les seniors elles ont fait cette année. Le club vient de nouer un partenariat avec la future salle de sport à Rohrbach-les-Bitches. Le but est d'améliorer les performances individuelles des joueuses. Le FC Rohrbach-Binin reste un club amateur et familial. Malgré tout, pourquoi ne pas tenter la montée en Régional 1 l'année prochaine ? Sport toujours avec deux de nos sportifs sarregueminois qui ont marqué les esprits ce week-end à l'occasion du championnat de France de cross-country à Vittel. Il s'agit de Yann Schrub. Il est 3e du classement de cross-court avec une médaille de bronze, sa première médaille nationale. Et le coureur Michel Munch a également fait parler de lui avec un temps de 10 minutes 53, un record battu malgré le mauvais temps et une chute sur le parcours. Félicitations à eux. Juste après la pub, nos deux invités nous feront découvrir toutes les richesses d'Egelsart à travers les pages de leur livre. Et comme chaque jour, nous irons voir vos commentaires sur Facebook. À tout de suite. L'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Ici, je verrais bien du carrelage grand format. Cette terrasse sera parfaite une fois aménagée. Là, je me ferais bien une salle de bain chaleureuse et zen. Gerber, passer du rêve à la réalité. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté, mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Je souhaite remplacer mon système de chauffage. Quelle énergie est la plus adaptée à mes besoins ? Vous avez raison de poser cette question, car le chauffage représente la plus grosse part de notre facture énergétique. En effet, sur une année, un Français dépensera en moyenne 1 600 € pour chauffer son logement. Aujourd'hui, l'électricité est l'énergie la plus chère. Concernant le gaz et le fioul, l'écart de prix s'est resserré. Pour l'une de ces deux solutions, je vous conseille de privilégier les systèmes à haut rendement énergétique, notamment les chaudières à condensation. Concernant les énergies renouvelables, grâce à l'air extérieur qui nous entoure, une pompe à chaleur aérothermique puisera directement la quantité d'énergie qu'il faut pour chauffer votre logement. Et pourquoi pas le bois ? Une chaudière biomasse permettra de concilier efficacité énergétique, confort, maîtrise des dépenses. Car oui, le bois reste l'une des énergies de chauffage la moins coûteuse. Surtout pour obtenir des conseils objectifs, gratuits et indépendants sur le choix de votre système de chauffage, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire comme moi. N'attendez plus et rencontrez le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr ou le site EIE-grandest.fr. A bientôt pour de nouvelles infos énergie. On s'intéresse maintenant à la question du jour que nous avons posée à nos internautes sur notre page Facebook. Regardez. Quand la pluie ou les rafales de vent s'invitent pendant le week-end, comment s'occuper avec sa famille ou ses amis? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Sandrine, comment s'occupent nos internautes par temps de pluie, comme ce week-end par exemple? Alors en fait on a plusieurs équipes. La première se tourne vers les écrans. Alors écran de cinéma pour Gaëtan. Pour Laetitia c'est plutôt Netflix plus couette, le combo gagnant. Et Catherine nous écrit, on a regardé l'Odyssée du loup en replay et on a lu des BD.
un bon goûter et des jeux de société. Ce qui me permet d'introduire la deuxième équipe qui préfère se tourner vers les jeux ou le rire. Alors jeux de société en famille pour Christelle et Laura ajoute aussi du bricolage. Et Ignono a choisi d'aller voir la Kappensitzung de la troupe d'Inare à Großbiedersdorf et il nous dit c'était top, bravo à eux. Et il nous reste Joël qui rentre dans aucune des deux catégories tellement elle a un planning chargé. Alors elle nous écrit lire, faire des beignets pour les enfants, aller rendre visite à ses parents, téléphoner aux copines, revoir la déco du salon, faire un feu de bois et se dire que demain il y aura du soleil. Super, en tout cas on a plein de bonnes idées si jamais on a tendance à s'ennuyer. Merci beaucoup Sandrine. C'est le moment de découvrir la commune d'Egelsart avec nos deux invités, Emile Heitel et Roger Lang. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette commune-là? Quelles sont ses caractéristiques? Alors, c'est une commune qui n'est pas comme les autres. Ce n'est pas un village-rue comme sont la plupart des villages lorrains, mosellans. C'est un village qui est composé de beaucoup d'annexes. Et chaque village a envie de raconter son histoire. Mais il suffit d'entendre sa voix. Sauf que parfois, on n'entend pas toujours bien parce qu'il murmure. Et alors, il faut aller aux archives pour voir un peu ce qui s'est passé ce qu'il y a eu dans le passé et pour retrouver un peu les traces qu'a laissé ce village. Alors, je serais tenté de dire que pour Egelsart, on a véritablement ces annexes qui entrent presque en concurrence l'une avec les autres, tellement leur histoire est riche et fournie. Si je prends l'annexe de Erbsenthal, il y a plein de choses à dire, presque autant que sur le village. Donc on était obligé forcément de faire des choix. On ne pouvait pas raconter en détail l'histoire de chaque annexe, mais ça nous a obligés aussi à faire attention à un plan et à affûter justement le plan de notre livre. Voilà. Très bien, très bien. Donc là, vous m'avez donné une caractéristique. Et pour vous, Emile Heitel, qu'est-ce qui était intéressant d'aborder dans cet ouvrage-là? Alors, ce qui me paraît important d'aborder, c'est à la fois l'histoire des gens, c'est-à-dire l'âme du village, et en même temps leur environnement. C'est-à-dire leur environnement, c'est assez unique, c'est assez singulier, c'est les forêts avec leur richesse, les tourbières. En plus de ça, toute une panoplie de rochers les plus variés possibles et beaucoup d'histoires. Donc il y a une forêt magique et dans le sous-bois de ces forêts magiques, il y a une très forte histoire qui part depuis les temps préhistoriques jusqu'à la ligne Maginot, si vous voulez. En fait, cette vallée-là, elle est bordée de chaque côté de mamelons, c'est-à-dire à partir duquel on peut observer la vallée, la route, et on peut jouer à cache-cache. Donc c'est un pays de guerre, un pays de passage, un pays de guerre où chaque génération a inscrit son histoire. On trouvera les traces de polissoirs qui sont de la préhistoire et on trouvera des routes historiques, on trouvera le château de Waldeck. Je ne veux pas dire tout de suite. Oui, parce qu'il y a énormément de choses. Oui, vous avez 272 pages que les lecteurs peuvent lire. Donc vous abordez différents points. Il y a également la démographie, vous avez parlé de la nature, du côté historique. Ça a demandé beaucoup de travail de recherche, tout ça? Oui, ça nous a demandé quand même 10 mois de travail de recherche. Et puis, lorsqu'on fait des recherches, on tombe toujours sur des choses, enfin on sait ce qu'on cherche, mais on ne sait pas toujours ce qu'on trouve. Donc on a eu, disons là aussi, des surprises assez agréables. Donc on a trouvé par exemple, alors dans l'histoire d'un village, tout est lié. Une anecdote par exemple, au XIXe siècle, il y a eu donc le changement d'enseignants. Bon, on est passé aussi des enseignants français aux enseignants allemands. Alors il y avait par exemple là une institutrice française qui était appréciée pour les progrès qu'elle faisait faire à ses enfants en français et aux travaux d'aiguille. Et voilà que le curé ne voulait pas entendre cela, enfin l'entendait pas de cette oreille, et s'est mis à déchirer
les livres de ses élèves, de ses livres de français. Alors c'est quand même assez singulier qu'on puisse trouver de telles anecdotes auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Alors si on veut l'expliquer historiquement, bon, il y a eu la loi Guizot en 1833 qui a, disons, permis la construction d'écoles partout, enfin au moins en villages qui ont plus de 500 habitants. Et il y a eu en 1850 la loi Fallou. Et la loi Fallou pouvait enseigner toute personne, par exemple, qui qui était une religieuse, un curé, une sœur. Et cette sœur, donc, qui a été recrutée là, n'avait pas, malheureusement, n'était pas dans les grâces du curé. Alors, on ne sait pas après ce que c'est devenu, puisque le curé a été muté. Parce que la commune a demandé la mutation de ce curé. Et après est venu, donc c'était en 1868, après est venue la guerre de 70, on ne sait pas ce que sont devenues les immenses qualités pédagogiques de cet enseignant de français, puisque les enfants après étaient dans le système allemand. Très bien, une anecdote très intéressante. Donc ça veut dire que même pendant ce travail de recherche, il y avait des choses en fait que vous avez découvertes finalement. Émile Leitel, c'était aussi pareil de votre côté, il y avait des choses que vous avez découvertes en écrivant cet ouvrage? Absolument. Je voudrais tirer une parallèle entre la guerre de 30 ans, c'est-à-dire après la guerre de 30 ans, il a fallu repeupler, donc tout le pays de Bitche, et Egelsaat en particulier, était dépeuplé, il y avait plus d'habitants. Donc le duc de Lorraine et le roi de France, ils ont exonéré d'impôts pendant 10 ans les populations qui venaient s'installer, et là il est venu des gens de Suisse, d'Autriche, d'Allemagne, de Picardie, enfin des gens de partout. Donc si vous voulez, les racines, les Egelsaatois, on leur racine un peu dans différents pays d'Europe. Et je tire une parallèle parce que les gens aujourd'hui, Egelsaat, si Egelsaat veut vivre, veut survivre, il y a ces apports de gens, de personnes qui viennent de tous les horizons, d'Alsace, de Lorraine, de partout. Et je suis très très content et je pense souvent à cette période de 1633 ou après plutôt 1720 où cette population est venue, et je pense aussi, je suis toujours très content quand je peux accueillir à Egelsaat des habitants, des étrangers. On a vu arriver à un certain moment une famille d'Italiens, je vois arriver beaucoup de jeunes ménages d'Alsace et d'ailleurs, et donc je suis très content, c'est-à-dire c'est ça qui fait vivre, c'est ça qui remplit mon lotissement et c'est ça qui empêche l'école de fermer. Donc, je voulais souligner ce point positif, quoi. Oui. Super, oui, il faut en parler quand il y a du positif, ça c'est clair. Vous avez également beaucoup de photographies dans cet ouvrage, il y a aussi beaucoup d'images d'archives. Alors vous avez collaboré avec qui? Comment ça s'est passé? Je feuillette en même temps pour montrer un petit peu... Chacun a fait des recherches, chacun a fait des recherches de son côté, et on peut considérer qu'on a associer nos habitants, ils sont un peu associés à Livre parce qu'ils nous ont fourni, on a pris des photos partout là où on a pu les trouver et là où on nous en a donné, donc on a tout ça. Et en plus de ça, on a recueilli des témoignages des habitants à la fin du livre. Donc les habitants ont un peu participé, ils ont raconté leur guerre, leur souffrance et aussi leurs actes héroïques. Voilà. Donc on peut les trouver à la fin, du livre. Super, très bien. Et alors, en tant que maire, est-ce que ça vous a aidé finalement pour rédiger cet ouvrage? Oui, c'est-à-dire... alors, premièrement, bien sûr, les archives, parce qu'en mairie, on a des archives, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est le contact avec la population. Donc, normalement, quand on est maire, on n'est pas tout à fait la sage-femme, mais comme on voit les gens tous les jours, ou presque tous les jours, on a quand même, c'est-à-dire, on a quand même un peu les bases nécessaires, on a quand même de la matière pour écrire le livre, quoi. Et Roger, lui, il a grandi à Egelsaat, donc lui aussi, il a une connaissance de sa jeunesse, de la population, il connaît les familles, donc tout ça, en mettant tout ça en commun, on arrive à un certain résultat. On arrive à cet ouvrage-là. Ouais. Je vais vous demander, Monsieur Leitel, si vous voulez bien lire un passage qui vous semble intéressant et qui vous a peut-être marqué. Ils sont tous intéressants, je me doute. Il y en a tellement qui sont intéressants, mais je prends au hasard celui-là, quoi. On vous écoute. Alors, Egelsaat est le paradis des rochers. Aucun ne ressemble à l'autre et chacun représente une œuvre unique par la manière dont l'eau, le gel et le vent ont sculpté sa personnalité.
Qu'ils soient petits ou grands, ils apparaissent comme des monuments naturels qui nourrissent l'imagination des promeneurs par leurs formes étranges qui rappellent les menhirs, les champignons, les têtes d'animaux et d'hommes, et même la tête de chou, comme ce rocher en parcelle 150, non loin de la maison forestière d'Eichelsberg, appelée Kohlkopf. Les rochers les plus importants sont répertoriés et figurent dans les guides touristiques comme le très emblématique Erbsenfelsen, encore appelé rocher de l'Arche. C'est un rocher avec un grand trou, long de 450 mètres, percé d'une grande ouverture. Ou encore le rocher de Kandelfelsen, long de 700 mètres, tout comme celui de Waldeck, 220 mètres. D'autres figurent sur les cartes forestières, comme ceux d'Armsberg, 450 mètres, Erbsenberg, 1525, Kandelberg, 1550 mètres, Rehköpfel, 600 mètres, Sandkopf, 650 mètres. Il en existe beaucoup d'autres encore, plus petits et cachés dans les sous-bois. Ils ne sont cités dans aucun document et ne présentent aux visiteurs se présentent aux visiteurs au détour d'une promenade. Ces rochers sans grade et sans nom sont tout aussi pittoresques et font la joie de la découverte. Très bien, merci beaucoup pour ce passage et on se rend compte qu'il y a beaucoup de particularités en effet. On va terminer cette interview avec une question peut-être que beaucoup se posent. Comment on peut avoir cet ouvrage-là? Où est-ce qu'on le trouve? Oui, alors l'ouvrage est disponible donc chez M. Eitel. Et donc il suffit d'avoir les coordonnées de M. Eitel que je pense vous allez donner. Oui, donc il y a une adresse mail, alors c'est emile.eitel, donc E-I-T-E-L, @gmail.com, c'est bien ça, hein, et un numéro de téléphone, pardon, au 06 70 41 04 05. J'ai pas dit de bêtises, c'est tout ça. D'accord, très bien. Jusqu'à présent, combien de commandes vous avez eu? Nous avons 260 commandes environ. Environ 260 commandes. Et on vous en souhaite beaucoup plus, en tout cas. Oui, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers toi, Sandrine, parce que le lundi, tu fouilles dans nos archives. Et on va revenir aujourd'hui sur l'arrivée d'une nouvelle technologie. Explique-nous tout. Alors, ça fait 10 ans aujourd'hui que les caisses automatiques se sont installées petit à petit dans les commerces. Alors aujourd'hui, c'est évidemment un outil qui est plutôt entré dans les habitudes des clients. Mais à leur arrivée, ils étaient plus sceptiques. Regardez. Et pourtant, si les caisses automatiques ont été installées, c'est en raison du grand passage en caisse que connaît le magasin, avec un débit client par semaine qui tourne aux alentours de 10 000 passages caisse. Une hôtesse de caisse se retrouve en permanence sur les 4 caisses pour assister les clients. Vous connaissez les caisses automatiques? Non, mais je me laisse expliquer. D'accord. Sceptique, environ 80% de la clientèle du Simply Market continue à passer par les caisses classiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se pose plus trop la question, surtout quand on n'a que quelques articles. On va plutôt vers ces caisses-là. Merci beaucoup, Sandrine. Avec plaisir. On va passer maintenant à une petite entreprise. On va regarder tout ça. Installé à Petit-Réderchin, Robin Schall est éleveur de bisons depuis plus de 10 ans. Dans sa ferme, le Ranch des Bisons, il possède aujourd'hui un troupeau de 180 bêtes. Safari, gîte, élevage. Pour vivre de cette exploitation, Robin a diversifié son activité et accueille des touristes du monde entier. Dans ma petite entreprise, découvrez les coulisses du Beacherland américain. On a commencé à peu près avec 20 bisons et au fur et à mesure on a vu que le bison était plutôt content ici, c'est très calme, donc c'est le gros avantage ici de notre petit coin. Et donc au jour d'aujourd'hui on arrive sur un troupeau qui a grandi jusqu'à 180 bêtes. Robin Schall est éleveur de bisons. Installé à Petit-Réderchin, il a démarré son activité en janvier 2008 en créant le Ranch des Bisons. Tout a commencé à l'époque quand j'étais en seconde à Château-Salin. On a visité différents élevages, dont un élevage de bisons qui se trouvait à Rouves, en Meurthe-et-Moselle. Et donc, quand j'ai vu le bison, c'est tout un animal qui m'a impressionné. Et là, je me suis dit, Robin, tu seras éleveur de bisons et rien d'autre. Voilà. Par Internet, j'ai cherché les différents éleveurs qu'il y avait en Europe. Je suis allé voir les plus gros élevages dans différents pays. Et après ça, au Canada. Et c'est vrai que les bases, je les ai appris chez d'autres éleveurs en allant travailler bénévolement là-bas. Malgré le contact quotidien entre Robin et le cheptel, le bison reste un animal sauvage et potentiellement dangereux. Pour que les touristes puissent approcher les bêtes, l'éleveur a imaginé une petite expédition en safari qui démarre chaque année au mois de mai. Quand les touristes arrivaient, la question, est-ce qu'on peut voir les bisons?
Et bien, souci, le bison n'est jamais en haut, au bord de la route, en train de regarder la route. Donc c'est vrai qu'il a très vite fallu investir dans un camion qui nous permet d'emmener les gens voir les bisons. Donc c'est un camion qui va circuler du mois de mai jusqu'à fin septembre. Ça nous permet d'emmener à peu près 40 personnes. Et là, on peut approcher aussi bien les mâles, les femelles et les petits, sans problème. Deux races, il y a le bison d'Europe et le bison d'Amérique. Et le bison d'Amérique qui se trouve ici, c'est exactement le même qu'on trouvera au Canada, à Yellowstone ou autre. Alors c'est vrai que le bison avait l'habitude de se déplacer entre le Canada, je dirais même l'Alaska et le Mexique. Donc le bison connaît vraiment les extrêmes, plus 40, moins 40. C'est des températures qu'il supporte très bien. Il sait encore aller plus loin dans ces températures, mais chez nous, c'est beaucoup plus calme. Les produits du ranch des bisons sont vendus aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Le premier but, c'est de commercialiser notre viande. Donc nous, aujourd'hui, notre clientèle, c'est principalement des particuliers, je dirais 100 km autour de la ferme, donc de Metz à Strasbourg. On commence à sortir un petit peu de la ferme, parce que forcément, on a plus de produits à vendre. Donc on va plus vers les restaurateurs, par exemple, et vers les boutiques, mais uniquement des boutiques fermières. Le bison a l'avantage d'être une viande diététique. C'est beaucoup moins gras que les autres viandes, moins de cholestérol, plus de fer, plus de protéines. Pour vivre de cette exploitation, vendre la viande de bison ne suffit pas. En 2012, le ranch des bisons s'est agrandi. Robin a construit des gîtes qui accueillent aujourd'hui des touristes internationaux. Ça nous permet d'accueillir les personnes, les touristes principalement, pour venir dormir juste à côté du parc à bisons. La demande, elle évolue, donc c'est vrai que c'est le temps de se faire connaître, mais aujourd'hui on fonctionne très bien au niveau des gîtes. Pour accueillir toujours plus de visiteurs, Robin souhaiterait organiser des soirées animées à la ferme. Ici on vit sur 100 hectares, donc c'est une très petite ferme. Mais c'est vrai qu'après, notre but n'est pas d'augmenter le nombre de bêtes aujourd'hui, ni d'augmenter, je dirais, la taille de notre exploitation, mais plutôt d'accueillir peut-être plus de personnes. Et chaque année, le ranch des bisons organise l'opération Ferme ouverte. Ces portes ouvertes se tiennent le dernier dimanche du mois de septembre. Au programme, des animations, une restauration sur place ainsi qu'une visite du système de contention dont le principe consiste à attraper les bisons pour leur procurer des soins. Vous avez plus d'informations sur le site internet ranchdesbisons.com. Émile Heitel, Roger Lang, merci beaucoup en tout cas pour votre venue sur ce plateau et nous avoir fait découvrir votre ouvrage et aussi en quelques minutes la commune d'Éguelsart. Et bonne continuation, à bientôt. Merci de nous avoir accueillis. Mais c'est avec plaisir. Sandrine, merci également à toi. On te retrouve très bientôt de toute façon sur ce plateau. Et on se quitte en musique avec Laurent Guernevel qui nous interprète When We Are Young d'Adèle sur la scène du Casino des Faïenceries. Très belle écoute et bonne journée à vous. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, it reminds me of when we were young. Let me photograph you in this line, in case it is the last time that we're mine. Be exactly like we were before you realize we were
with souls can't face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you move overseas, and that's what you said when you left me. You still look like a movie, you still sound like a song. My God, it reminds me of when we were young. Let me photograph you in this line, in case it is the last time that we might be exactly like we were before you realized when we said I'm getting old and made us so restless. It was just like a movie, it was just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to where you were then, to where you were then. And a part of me keeps sounding no, just in case, and as it gone, I guess I still can. Do you still can? It was just like a movie, it was just like a song. My God, it reminds me